Le premier à intervenir, c'est David. David que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus de 2 ans dans une demande de bourse à INF. Donc on avait financé une stagiaire et puis voilà, on est resté en contact. On a parlé sécurité et puis très vite il m'a dit quand tu parles sécurité, est-ce que tu parles bien neurosciences aux gens dessus? Et donc, on a commencé ensemble à parler neurosciences. Il est venu et puis je me suis dit, si on parle de l'humain aujourd'hui, on va déjà démarrer par voilà, les neurosciences, notre cerveau. Donc, je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas si on a la... Voilà. David qui nous rejoint. Et je te laisse prendre la parole. Bon, merci beaucoup. Très heureux de passer ce moment avec vous. Bon, alors les neurosciences, c'est complexe, ça veut tout dire et rien dire, il y a plein de choses derrière. Nous, cet après-midi, on va essayer en 3/4 d'heure juste d'aborder un tout petit peu la neuro, plus précisément certains aspects du fonctionnement du cerveau. Et très vite, vous allez voir, on fera le lien avec la prévention et la sécurité. Évidemment, c'est le but de notre conversation. S'il y a des choses que vous voulez me demander au milieu de la présentation, alors il ne faut pas hésiter, hein, franchement, allez-y, parce que des fois, j'explique à moitié ou pas du tout, donc n'hésitez pas. Et je vais essayer de rester là, derrière. Ce qui va être très compliqué pour moi, mais bon. On pourrait commencer, si vous le voulez bien, peut-être par 3 chiffres. Alors, on ne va pas beaucoup parler chiffres, hein, mais au moins pour introduire notre discussion. Premier chiffre, une statistique européenne est sortie il y a maintenant quelques mois, qui dit 85% des accidents de travail sont liés à un comportement humain. 85% des accidents de travail sont liés à un comportement humain. Alors attention, hein, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il ne faut pas mal analyser ce chiffre. Dans 85% des cas, ça ne veut pas dire que c'est forcément la faute du salarié, mais le fait est, c'est que soit il a déclenché l'accident, soit par sa réaction, il a aggravé les circonstances d'un accident, soit par sa non-réaction, il n'a pas joué sur la gravité de celui-ci. Mais le fait est, c'est que dans 85% des cas d'accidents de travail, on retrouve peu ou prou l'intervention du comportement humain. Deuxième chiffre, alors ça, ce sont des grands groupes qui ont fait des stats, alors qu'ils ont voulu garder en interne, mais on a eu accès. Dans 80% des événements dangereux, je n'ai pas dit des accidents, hein, dans 80% des événements dangereux, on retrouve une personne expérimentée. Alors, attention, en neurosciences, une personne expérimentée, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 30 ans de boîte et qui est né et qui va mourir dans l'entreprise. Hein, ce n'est pas ça l'idée. C'est quelqu'un qui, au bout de X jours, X semaines, est habitué à sa tâche. On le considérera comme expérimenté. Et puis, troisième chiffre, alors, bon, ce n'est pas la partie la plus marrante, mais comme j'ai la première partie, normalement, où c'est le moment de l'après-midi où vous dormez, il faut que je vous garde un peu avec moi. Donc, j'ai un chiffre. Combien y a-t-il de morts au travail chaque année en France? C'est quoi la stat? Enfin, la stat de l'INRS, on va dire ça comme ça parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Entre 500 et 600? On est à peu près d'accord? Vous aussi là-bas, ça va? Ouais. Bon, globalement, on est autour de 700 morts, ça dépend un tout petit peu. On est autour de 700 morts chaque année. On est autour de 700 morts chaque année. Alors, quand on évoque des chiffres comme ça, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matin, il y a 3 personnes qui sont parties travailler et qui finiront à la morgue. Hein. En jour ouvré, c'est ce que ça signifie. Enfin, c'est terrible. Hein. Bon. Combien y a-t-il d'accidents domestiques en France? 10 fois plus? 7000? 22 000 à ma gauche? Alors, on y va, globalement, j'ai bien formulé ma phrase. Hein. En France, chaque année, il y a 11 millions d'accidents domestiques. Donc, on est d'accord, hein, accident domestique, c'est un accident dans la cuisine, le garage, la salle de bain, etc. Il y a 11 millions d'accidents domestiques. Il y en a globalement 4,5 millions qui finissent aux urgences. Et il y a, monsieur avait raison, il y a aux alentours de 21 000 morts. Il y a 21 000 morts, papa, maman, enfant, grand-père, grand-mère, qui sont morts dans le lieu où normalement on est le plus en sécurité, c'est-à-dire chez soi. Alors, pourquoi j'introduis avec ces 3 chiffres?
Alors franchement, c'est pas pour être glauque, hein, mais le fait est, c'est que ce soit au travail, que ce soit sur la route, accident de route ou accident de trajet, que ce soit à la maison, le dénominateur commun, c'est le cerveau. C'est-à-dire que c'est notre cerveau qui va nous faire réagir de telle ou telle manière face à une situation dangereuse qui est en train de se dégrader vers l'accident. Donc, grosso modo, cet après-midi, on va se poser cette question toute bête. Hein. Est-ce que notre cerveau est notre ami ou notre ennemi? Probablement, on va être obligé de faire du normal là-dedans. C'est-à-dire que ça ne va pas être aussi binaire que ça. D'accord? Et alors, pour commencer notre après-midi, je voudrais juste qu'on fasse, si vous le voulez bien, une petite enquête ensemble. Alors, je crois que c'est le moment de lancer le film. C'est parti. Alors, c'est de l'anglais, on s'en fout. Par contre, il faut retrouver le meurtrier. N'importe quoi. Allez, on y va. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Il leur demande où ils étaient là jusqu'à maintenant. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest des pétunias. Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. C'est elle qui est The coupable. real question is how observant were you? La question qu'il pose, donc, elle est coupable parce qu'au mois de mai, on ne plante pas des pétunias, etc. Bon, ça, on s'affiche. Et la question qu'il pose en dernier, c'est est-ce que vous êtes des bons observateurs? On revoit le film. Mais s'il vous plaît, soyez attentifs. Allez, on recommence. Allez, on y va. Et on revoit du début, hein. Pour être sûr qu'on vous ait pas arnaqué. Who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Ah, mais t'as pas l'autre partie du film. Ah, on y va alors, pardon. Oui, pardon, parce que je me disais. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, ok. Question, qui avait trouvé le meurtrier? D'accord, bien, je vois qu'on est au taquet en anglais. Et question, qui d'entre vous avait vu 3, 4 ou 5 changements? Bravo. Qui avait vu les 21? Bon, on est d'accord, hein, c'est pas possible. Donc, bon, il s'agit juste, on est d'accord, d'un petit film comme ça, qui démontre une chose, c'est que quand nous sommes concentrés, nous devenons aveugles. Quand nous sommes concentrés, nous devenons aveugles. Et probablement, à la première lecture ou visionnage du film, on s'est concentré soit sur l'inspecteur qui parlait, pour un peu qu'on ait des notions en anglais, on s'est concentré sur les paroles, mais du coup, notre esprit, étant concentré, est devenu aveugle à tous les changements. Et en fait, ce petit exercice-là va nous amener
à une question. À votre avis, est-ce que le cerveau, votre cerveau, a vu les 21 changements? Alors, il les a vus, mais il ne les a pas traités. Alors, c'est vrai ce que vous dites, mais ma question est, est-ce que votre cerveau l'a vu? Ah, il n'y a pas fait attention, mais il les a vus. Alors, à la question « Votre cerveau l'a vu », la réponse est un mot de 3 lettres avec un « O » dedans. Eh bien, la réponse est oui. En fait, en neurosciences, les dernières découvertes ont démontré que notre cerveau est capable de percevoir 400 000, mesurez bien, hein, 400 000 unités d'information à la seconde. Autrement dit, il a tout vu. Il a vu les 21 changements, il les a remarqués, il a peut-être vu que j'ai bougé, etc. Il a tout vu. Sauf que notre cerveau répond à au moins 2 logiques. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit, madame. Il répond à 2 logiques. 1, il répond aux questions qu'on lui pose. Il répond aux questions qu'on lui pose. Donc là, peut-être on s'est dit, mais qui est le meurtrier, etc. Et en fait, dans l'ensemble des informations dont il dispose, au travers de ces 400 000 unités d'information, il va chercher l'information qu'on lui a demandée, ou du moins la réponse que lui pense être à la question posée. Deuxième logique qui va être un peu plus embêtante pour nous et pour la suite de notre discussion, notre cerveau prend des décisions sans nous demander. Bon, combien par jour, à votre avis? Combien notre cerveau prend de décisions par jour? 60 000, à ma droite, d'accord? Quelqu'un d'autre? Ouais. 2000? C'est pas grave, ça. Ton cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. En fait, globalement, notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. Alors, on est d'accord, hein, on fait la différence entre le nombre d'unités d'information qu'il perçoit et les décisions qu'il prend. Les décisions, c'est un arbitrage entre plusieurs informations dont il dispose. Donc, globalement, on est à 35 000 décisions jour. Au passage, ça fait quand même une décision toutes les 2,4 secondes. Il prend des décisions. Dans ces 35 000 décisions, il y a des décisions d'ordre physiologique. De celles-ci, nous n'allons pas parler cet après-midi, quoique ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas celle-là dont on va parler des autres, c'est-à-dire celles qui font notre quotidien et qui, plus précisément, ont un lien avec notre prévention et notre sécurité. Bon, 35 000, ça c'est lui, mais nous? Vous voyez déjà la schizophrénie de ma question. Combien en toute conscience on prend de décisions à votre avis? En toute conscience? Par jour, ouais. 500? 1000? Combien? 800, comme ça tu es au milieu. Enfin, vous êtes au milieu, pardon. Tranquille, on ne prend pas de risque. Non mais moi j'aime bien. Ah, franchement. Apparemment, ce n'est pas le bon chiffre. Ah, pardon. 0,26%. En fait, nous, en toute conscience, nous ne prenons qu'entre 90 et 100 décisions par jour. Tout le reste, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, les 34 900 autres décisions sont prises par notre cerveau. Il arbitre, on ne sait même pas qu'il a fait ces arbitrages. Nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour. Les femmes... Attention. Hein. Toujours petite pause là. Il faut toujours mettre une petite pause là, on ne sait jamais. Il y a les hommes qui ont une petite blagounette qui va sortir et les femmes ont 2 yeux revolver. Alors, les femmes, virgule, qui ont une charge mentale bien plus élevée que les hommes, virgule, prennent plus de décisions par jour. On est d'accord? Mais globalement, en neurosciences, ça va être de l'ordre de peut-être 10-15 décisions supplémentaires. Autrement dit,
quel que soit l'individu aujourd'hui, nous prenons entre 90 et 120 décisions par jour. Tout le reste, c'est lui, c'est notre cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous passons 95% de notre temps en mode automatique subconscient. 95% du temps, il arbitre, il décide, etc. Et nous passons 5% du temps en mode adaptatif conscient ou attentif conscient. D'accord? Bon, pour les puristes, le mode automatique subconscient est géré par une zone qu'il y a près du cervelet, qui s'appelle la zone de noyaux gris centraux. Globalement, c'est la zone qui gère automatisme et routine. Les 5% est géré par une zone du cerveau qui a juste derrière notre front et qui s'appelle le cortex. Il manque un bout. Préfrontal. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que vous savez qu'en fait, notre cerveau, c'est du cortex qui est globalement divisé en plusieurs zones. Là, il s'agit du cortex préfrontal. Alors, notez, parce que ça va nous aider un tout petit peu plus tard, le cortex préfrontal a comme vocation analyse, diagnostic, décision. En partie. Analyse, diagnostic, décision. Ça va? C'est bon pour l'instant? 95,5 en mode automatique, 95% du temps, 5% du temps, on prend des décisions. C'est bon? Bien. Alors tout ça, finalement, ça serait pas mal. Du moins, on vivrait bien s'il n'y avait pas ces deux chiffres-là. Alors ça, on s'en fiche. Ah oui, non, je l'ai fait comme ça, d'accord. Quand on est en mode automatique, le cerveau, pour fonctionner, a besoin de 5% de l'énergie disponible dans le corps. Il a besoin de 5% de l'énergie disponible dans le corps. Et quand on est en mode cortex préfrontal, il a besoin de 20% de l'énergie disponible dans le corps. Autrement dit, le mode adaptatif conscient, quand on utilise le cortex préfrontal, c'est une activité qui est hyper, je le refais, hein, hyper énergivore. C'est un truc de fou. Alors, ces deux chiffres-là nous posent problème, en fait. On va tirer deux leçons. Premièrement, vous passez une journée, je ne sais pas moi, à faire une analyse de risque, à avoir des réunions, vous traitez des mails, vous faites des tableaux, etc. Vous sortez de votre boîte, vous êtes lessivé le soir, vous rencontrez un copain, une copine, il croise, il dit « Oula, t'as une sale tête ». Elle dit « Je suis crevé, aujourd'hui je suis crevé ». Et là, il dit « Arrête de me dire que t'es fatigué, tu passes tes journées assis sur une chaise ». Alors, si vous avez un copain ou une copine comme ça, j'espère pas un conjoint, d'abord, il n'est pas sympa. Et puis, il a tort. Il a tort pour cette raison-là. C'est-à-dire que toutes les activités qui vont demander de la concentration vont être hyper énergivores. Alors certes, ce n'est pas la même fatigue que la fatigue physique. Il n'en demeure pas moins que c'est de la fatigue. Première leçon. Deuxième leçon, plus importante pour nous. À votre avis, le cerveau, il préfère quel mode? Mode tranquille. Mais pourquoi? Pourquoi il préfère le mode automatique, lui? Il consomme moins d'énergie. Quelle est la vocation du cerveau, de notre cerveau? La vocation de notre cerveau, c'est quoi? La survie, absolument. Lui, les analyses de risque, les arbres de cause, les machins, globalement, il s'en fout, on lui demande, parce qu'il sait le faire. Mais oui, c'est important. Lui, sa vocation première, c'est la survie. Ça veut donc dire, et c'est là le point important, il va vouloir faire des économies d'énergie. Donc, naturellement, il va nous faire basculer en mode automatique. Il n'aime pas le mode cortex préfrontal. Naturellement, il va passer en mode automatique. C'est bon pour vous, là? Ça va? Bien. Du coup, il y a quoi après? D'accord, très bien. Alors, juste petite question de... Il faut toujours faire des pauses. Ce 95,5, là, c'est bien ou pas comme répartition? 95 automatique et 5% cortex préfrontal, c'est bien ou pas comme répartition? Ouais. Alors, on ne vous entend pas à l'extérieur, donc les réponses sont « c'est dangereux ». J'ai pas entendu la deuxième. C'est pas mal. C'est ça que vous avez dit? Ouais. Bon, mais de toute façon, franchement,
on se connaîtrait depuis longtemps, c'est pas le cas, mais on se connaîtrait depuis longtemps, vous pourriez me dire, David, que ta question est nulle. Et ma question est nulle. Parce qu'en fait, le 95-5 est une répartition physiologique. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. Nous fonctionnons, nous avons été créés, après on met ce qu'on veut, ou nous avons évolué comme ça. Aujourd'hui, le 95-5, c'est physiologique. D'ailleurs, les journées où éventuellement on bosserait beaucoup, on va être à 5, quelque chose. Donc, le 95-5 est physiologique. Par contre, la question la plus intéressante, et suivez-moi bien, parce que c'est une question de schizophrène. Nous passons 95% du temps en mode automatique. Le cerveau préfère le mode automatique. Question, est-ce que nous avons pouvoir sur les décisions que le cerveau prend quand nous ne savons pas qu'il prend des décisions? Autrement dit, je le fais plus simplement, est-ce que nous avons pouvoir sur nos automatismes? Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, dans la salle, c'est... Et donc, la réponse est... Vous dites oui? Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous. Créer des habitudes, des répétitions, ça influe sur... Absolument, bravo. Créer des habitudes, des répétitions, ça influe sur... Je répète. Et c'est ça. Et je suis d'accord avec vous. Et alors, vous l'avez dit très intelligemment, moi je vais le dire autrement, plus simplement. Qui d'entre vous a déjà conduit ou a déjà conduit une boîte automatique, une voiture boîte auto? Bon, globalement, vous allez voir, le raisonnement est très simple. La première fois que nous sommes montés dans une voiture boîte auto, donc, vous voyez, on a ouvert la porte, on a posé nos fesses dans la voiture. Notre cerveau était en quel mode? Automatique ou cortex préfrontal? Cortex. Globalement, il était en mode analyse. Il a tout regardé, il s'est posé une question. Qu'est-ce que c'est que ce bordelum? Grosso modo, c'était à peu près ça. Hein, bon. Et donc, il a fait le tour, etc. Et alors, chaque fois qu'il est en mode cortex préfrontal, le cerveau a la capacité de créer ce qu'on appelle un schéma mental. Un schéma mental. Alors, voilà ce qu'est un schéma mental, version très simplifiée. Hein. S'il y a des puristes, on est d'accord que ce n'est pas tout à fait aussi simpliste que ça, mais pour notre discussion, ça suffira. Un schéma mental, c'est le cortex préfrontal, ça s'appelle la neurogenèse, qui est capable de créer ce qu'on appelle un neurone. Dans notre exemple, un neurone va être une information. D'accord? Donc, globalement, il y a une pédale en moins. Le boîtier de vitesse est un peu bizarre. Il y a des boutons en plus, il y a des boutons en moins. En fait, au terme de son analyse, il crée ces informations-là. Et un schéma mental, c'est le fait que ces informations vont être reliées entre elles par des synapses. Autrement dit, un moyen de transmission de l'information. D'accord? Voilà. Donc, globalement, on crée des informations, le cerveau crée des informations au travers des neurones. Ces neurones sont reliés entre eux par des synapses. Petite question peut-être pour ceux qui sont un peu plus avertis. Pourquoi ces neurones sont-ils reliés entre eux? Parce que vous savez qu'un neurone a des centaines de connexions possibles. Donc pourquoi c'est relié entre eux, à votre avis? Ben, c'est tout simple. Hein, Pour communiquer? Pour communiquer entre eux sur le sujet de la boîte auto. Vous voyez, ils se sont reliés par thème, en fait. Donc, notre cerveau, quand on est en voiture boîte auto, il crée son petit schéma, tac, 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 les informations, etc. Et puis, au bout d'un moment, on décide d'y aller. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois, petite impulsion électrique, donc le cerveau, on démarre. Alors, on y va mollo la première fois, hein, parce qu'on n'est pas rassuré. Premier virage, on débraye. Donc, on appuie sur la pédale de frein. Donc, on prend le volant dans la tête. Mais quand on n'allait pas trop vite, globalement, ça se passe bien. On a fait une bonne évaluation des risques, etc. C'est bon ? Regardez bien où je vous emmène. La deuxième fois que nous rentrons dans la voiture boîte auto, la deuxième fois, notre cerveau, il est en mode auto ou en mode cortex préfrontal? Qui c'est qui a dit auto? C'est bien d'assumer. Les deux. Allez, ça y est, on commence à être suisse, tranquille. Non, la deuxième fois, on est encore en mode cortex préfrontal. En fait, on est encore en mode découverte. Donc, on s'assoit dans la voiture, le cortex préfrontal regarde et se pose une question. Qu'est-ce que c'est que ce bordelum?
Sauf que là, il se dit, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va naturellement et rapidement chercher dans sa base de données le schéma mental déjà existant. Donc, il va reprendre le schéma mental, mais regardez ce qu'il va y faire. En fait, il va le densifier. Il va rajouter des informations. Et plus... Oui. Alors, on n'en est pas encore là. Là, on est juste sur la deuxième fois. C'est-à-dire que, globalement, il va rajouter des informations, mais votre réflexion est très intéressante pour plus tard. Là, il va rajouter des informations, il va densifier le schéma mental et il va rajouter des connexions synaptiales, de manière à ce que le message il aille encore plus vite. D'accord? Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais la police des neurones a réussi à mettre un radar entre deux neurones pour calculer la vitesse de transmission. Globalement, entre deux neurones, un schéma mental plutôt dense, vitesse de transmission entre 430 et 500 km/h. C'est un truc de fou. D'accord? Alors moi, par exemple, j'ai une boîte auto depuis 5 ou 7 ans. Je ne réfléchis pas à l'utilisation de la boîte parce que mon schéma mental, il est dense, hyper synapsé, etc. C'est bon pour vous? Eh bien, on y est. Quel est le lien? Quel est le lien entre le schéma mental tel qu'on vient de l'expliquer, automatique, etc., et la prévention et la sécurité sur vos sites, avec vos salariés ou dans les interventions que vous faites? C'est quoi le rapport entre le schéma mental et la sécurité? Alors, bonne ou mauvaise, les habitudes de travail? Réponse, les habitudes de travail. Les deux. Qui a dit les deux? Bah, vous avez raison. Alors, je vais vous le faire un peu plus cash, d'accord? Et vous allez voir. Quand on est salarié d'une boîte, globalement, vis-à-vis de la prévention et de la sécurité, il n'y a que 2 postures possibles. Il n'y en a pas 50, il n'y en a que 2. Je parle bien de ma relation, moi, avec la sécurité, d'accord? Première posture possible, ils me gavent. Mais ils me gavent avec la sécurité. Ils me prennent la tête, ça me saoule, j'en ai marre. Franchement, ils sont toujours en train de me rappeler ce que je dois faire. Je suis pas un gamin quand même, quoi. Puis moi, j'ai jamais eu d'accident. Et puis, de toute façon, moi, je viens pour bosser. Ils me gavent avec la sécurité. Bon, alors des gens qui pensent comme ça, on en connaît, hein. J'espère que parmi nous, il n'y a personne qui pense comme ça. Le problème, c'est que dans la vie, on pense ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut dans la vie. Le problème, c'est que ce type-là, ou cette nana qui raisonne comme ça, vous savez, dans une vie professionnelle, on est tous d'accord que tous les instants de notre vie, nous sommes en situation dangereuse. Mais à un moment, cette situation dangereuse, pour des raisons organisationnelles, environnementales, etc., va se dégrader pour devenir un accident. Eh bien, ce gars-là, qui n'a rien à péter de la prévention et de la sécurité, il prendra une mauvaise décision. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, absolument. Il n'aura pas créé de schéma mental lié à la prévention et à la sécurité. Parce que quand on dit « ça ne m'intéresse pas », on ferme son cortex préfrontal à la création de neurones, donc des schémas mentaux sur ce sujet-là, et donc le cerveau prendra une mauvaise décision. Et là, vous allez dire, quand même, t'exagères, David. Pourquoi mauvaise décision? Et là, quel est le premier chiffre qu'on a cité tout à l'heure? 700 morts par an. Non. 85% des accidents de travail sont liés à un comportement humain. Autrement dit, quand il n'y a pas de schéma préenregistré, statistiquement, hein, pas David, pas statistiquement, on sait que l'individu prendra une mauvaise décision. Si on a beaucoup de chance, ça sera un accident bénin, un presque accident. Si on a moins de chance, ça sera un accident. Ça, c'est la première posture. Deuxième posture, oui, la prévention, la sécurité, ça me gave, il me fatigue. Puis alors le HSE, il me gave. Oui, mais, c'est de ma vie dont il est question. Enfin, quand je dis ma vie, c'est pas tout à fait vrai. C'est ma vie, celle de mon conjoint, celle de mes enfants, celle de mes parents, celle de mes amis. Et si je travaille en coactivité, c'est aussi la vie de mes collègues qui, eux, ont des enfants, une famille. Donc, autant, pardon, hein, le premier, pour moi, c'est un égoïste égocentrique narcissique, qui n'a rien à péter de la vie, rien à péter des conséquences de ses actions. Autant le deuxième, il réfléchit un peu, donc il se concentre. Quand il y a une causerie, quand il y a une affiche, il fait un petit peu attention. Et ce gars-là, ou cette fille,
face à la même situation dangereuse qui va se dégrader, il prendra une bonne décision. En fait, le soir, il rentrera, il embrassera son conjoint, ses enfants, etc. Il ne saura jamais que c'est la neuroscience qui l'a sauvé. Mais le fait est, c'est qu'il a permis à son cerveau, parce qu'il a créé et densifié des schémas, il a permis à son cerveau d'avoir une réponse à cette situation. Donc, vous voyez, la première question qu'on pourrait se poser, elle est double, en fait. D'abord, soi. Question 1, quelle est ma posture, moi, vis-à-vis de la prévention et de la sécurité? Bon, entre nous, c'est facile, si vous êtes là, normalement. Bon. Mais peut-être, si on élargissait, est-ce que dans l'organisation de mon entreprise, est-ce que dans les rituels et les parades qu'on a mis en place dans mon entreprise, est-ce qu'il y a parmi celles-ci certaines qui vont créer, densifier, accrémenter des schémas mentaux? C'est ça la vraie question. Je vous le dis, en France, 95, 16, 17% des entreprises n'ont aucune parade qui travaille le schéma mental. On pourra en parler après si vous voulez. Ça va? Je regarde. Ah, j'ai déjà fini? Non? Encore? Bon, tu peux encore prendre quelques minutes. C'est vrai? Oui. Moi, j'aurais des questions. Est-ce que tu as des exemples de parades justement pour... Oui, j'en ai. Voilà. Mais il faut que j'explique autre chose d'abord. Vas-y. Il faut quand même que je vous fasse un truc. La majorité des accidents de la route arrivent sur la route, d'accord? Je la fais comme ça, vous la faites pas, mais où? Donc, en résumé, maison, boulot, boulot, maison. On est d'accord? Bon. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que le schéma mental, je rentre chez moi, on ne l'a pas fait une fois, on ne l'a pas fait 10 fois, on l'a fait 100 fois. Et en fait, le cerveau nous ramène à la maison. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé Vous savez, on arrive au boulot, on arrive à la maison et on se pose la question en disant tiens, je suis déjà là. J'ai ralenti devant le radar ou... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que globalement, le mode automatique nous a ramenés à la maison. Et d'ailleurs, ça marche, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Pardon, on n'est pas d'accord. Puisque la majorité des accidents de la route arrivent sur ce trajet-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que ça, pour l'instant, il ne nous est rien arrivé. Mais statistiquement, ça ne marche pas. Donc, imaginez la situation suivante. Imaginons qu'on soit sur notre site de travail, là, d'accord? Tout à l'heure, on finit, etc. On s'assoit dans la voiture. Notre cerveau comprend que nous rentrons. Donc, il dit « je gère ». Et donc, schéma automatique, on prend la route pour rentrer, etc. Et notre cortex préfrontal, il est utilisé à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire en rentrant, la lessive, le ménage, le jardinage, etc. Peut-être malheureusement répondre aux SMS ou penser à nos vacances à Bora Bora ou aux Seychelles. Le cortex préfrontal est utilisé et l'automatisme nous rentre. Et tout ça, ça fonctionne bien, sauf qu'au moment où on arrive chez nous, mais alors à 200 mètres, il y a Mamie Chambier qui sort sa voiture. Alors Mamie Chambier, c'est la petite mamie qui habite près de chez vous, là, et qui a décidé de prendre sa voiture. Bon. Et au moment où on arrive, la voiture cale au milieu de la route. Jusqu'à maintenant, qui conduit dans notre cerveau? Mais quel mode? Automatique. On est bien d'accord. Quand il va avoir l'information qu'il y a Mamie Chambier au milieu de la route, qu'est-ce qu'il va faire, le mode automatique? Pas tout de suite. Et il faut arrêter de jouer à certains jeux vidéo. Non, mais la première réaction qu'il va avoir, ça va être quoi? Avant de solliciter le cortex préfrontal, il va se poser une question. Est-ce que c'est un danger ou pas? Est-ce que c'est un danger ou pas? Non. J'aimais bien le début de la question. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Autrement dit, est-ce que j'ai déjà un schéma mental qui peut répondre en mode automatique à cette question-là? Donc, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller voir dans sa base de données l'ensemble de ces schémas et il va chercher un schéma qui va correspondre à Mamie Chambier au milieu de la route. Il existe le schéma? Ah, non. Sauf si le dimanche après-midi, vous faites des séances d'exercice avec Mamie Chambier. Mais si vous ne faites pas de séances d'exercice, effectivement, il n'existe pas. Donc là, le mode automatique va dire au cortex préfrontal, il faut que tu gères. Et l'autre, donc et qu'elle cale, et qu'on arrive, mais effectivement.
Mais globalement, le cortex préfrontal dans la situation précitée va faire son job. Alors, je vous rappelle, hein, analyse, diagnostic, décision. Et donc, le cortex préfrontal, combien d'unités à la seconde? Vous ne sortirez pas de cette salle. On l'a dit tout à l'heure. 400 000 unités d'information à la seconde. Donc, le cortex préfrontal, il va faire l'analyse de la voiture de Mamie Chambier, la couleur de la voiture de Mamie Chambier, les lunettes de Mamie Chambier, le poteau électrique, le ravin, la maison, le marquage au sol, la voiture d'en face, la météo, etc. Et en millisecondes, il va prendre une décision. Alors, par exemple, il va décider de freiner pour éviter de shooter Mamie Chambier. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce sont des millisecondes. Mais sur la route, ça représente des mètres. Ouais. Des mètres. Et c'est pas fini, parce qu'une fois que le cortex préfrontal a décidé de freiner, il faut qu'il envoie une impulsion électrique au pied droit pour se lever de l'accélérateur et se positionner sur le frein. Autre milliseconde, autre mètre. Et une fois que le pied est sur le frein, il va falloir autre impulsion électrique pour appuyer sur le frein. Autre milliseconde, autre mètre. Et il faudra tout le temps de latence pour que la voiture s'arrête. Eh bien, nous venons d'expliquer le deuxième chiffre que nous avons évoqué tout à l'heure. La majorité des événements dangereux se déroulent quand nous sommes en mode routine, sans schéma mentaux. Et regardez bien ce que je vais écrire sur la slide d'après, parce que c'est un truc de dingue. Vous êtes prêts? C'est tenir en haleine l'atmosphère. Vous êtes prêts? Sûr, hein, parce que ça fait mal aux yeux. Hein. Quand il n'y a pas de schéma préenregistré, il faudra 5 fois plus de temps au cerveau pour prendre une décision. Il faudra 5 fois plus de temps au cerveau pour prendre une décision. Je la répète. Il faudra 5 fois plus de temps au cerveau pour prendre une décision. J'ai pas dit, dans ma phrase, j'ai pas dit, Si elle était bonne. si elle était bonne. J'ai dit le cerveau, avec les éléments dont il disposera dans les millisecondes qu'on lui a impartis, il prendra une décision. Elle sera bonne à ses yeux, avec les paramètres dont il disposait, dans le peu de temps dont il disposait. Mais ce n'est pas dit qu'elle soit bonne. Et voyez, pour nous qui travaillons probablement tous dans la prévention et la sécurité, on a tous fait des analyses d'accidents, des arbres des causes, etc. À un moment, quand on est honnête dans l'analyse, quand on est objectif, apparaît toujours le paramètre temps. S'il avait eu plus de temps, s'il avait pris le temps, 5 fois plus de temps. C'est un truc de dingue. Donc vraiment, c'est important en termes d'automatisme que nous puissions donner à notre cerveau des réponses. Enfin, qu'il puisse avoir des réponses. C'est bon pour vous? Alors, comme Eric me regarde d'un air méchant, ouais. Parce qu'il faut que j'explique quand même quelque chose, pardon, mais le cortex préfrontal, et après je réponds à ta question, Eric. Le cortex préfrontal, est-ce qu'on peut l'utiliser toute la journée? Pourquoi? C'est trop énergivore, on est d'accord. Hein? On ne peut pas passer une journée entière en mode cortex préfrontal. Quand nous avons l'impression de le faire, c'est pas vrai. On fait du ping-pong, mais c'est pas vrai. Donc, on ne peut pas passer une journée entière. Deuxièmement, le cerveau préfère quel mode? Automatique. Donc, il bascule automatiquement. D'où ma question. Comment on va utiliser le cortex préfrontal? Dans quelle situation on va utiliser le cortex préfrontal, à votre avis? Situation nouvelle. Danger. Survie. Sur un ordre. Sur un ordre, absolument. Ça, c'est vos réponses. Vous voulez la mienne? Quand allons-nous utiliser le cortex préfrontal? Ma réponse est... Ma réponse est... Avant. Et j'ai pas bu d'alcool à midi. Quand devons-nous utiliser le cortex préfrontal? La réponse est avant. Et notez cette idée très forte en neurosciences. Il faut utiliser mon cortex préfrontal avant, parce qu'après, c'est trop tard. Alors, ça paraît tout bête, cette phrase, mais elle est d'une vérité absolue. À partir du moment où je me suis engagé dans une tâche, engagé dans mon travail, réengagé dans mon travail, je ne vais pas être en prévention, je vais être en
réaction ou en action. Et là, probablement, quand il faudra prendre des décisions, je vais être confronté au manque de schéma mental, aux 5 fois plus de temps, etc. Et c'est là que prend tout son sens, j'accélère parce qu'Éric me regarde de plus en plus, et c'est là que prend tout son sens l'action de prévention qui s'appelle réfléchir avant d'agir. Autrement dit, je m'arrête 10, 15, 20 secondes. Je fais une analyse, une photographie de la réalité dans laquelle je vais travailler. Mon cortex préfrontal, il va prendre les informations ou les questions que je vais lui poser. Avec quel outil? Quel est mon process? Est-ce que je travaille en coactivité? Avec toutes les informations, il va remonter les informations. Je vais donc avoir une photographie de la réalité dans laquelle je vais travailler. Et ensuite, il utilisera les schémas mentaux adaptés à cette situation-là. Mais si je ne fais pas ça, alors je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais si je ne fais pas ça, mon cerveau va utiliser une représentation de la réalité, c'est-à-dire ce qu'il pense être la réalité. Et là, je vous encourage à une lecture importante qui peut peut-être vous aider pour comprendre cette idée-là. Alors peut-être noter la référence. C'est un mensuel, je crois, qui s'appelle Picsou Magazine. Dans Picsou Magazine, vous savez, enfin, je dis ça, il y avait ce jeu-là où il y avait 2 photos. Comment ça s'appelait déjà? Les 7 différences, les 7 erreurs, etc. Eh bien, en fait, ce jeu avait pour but de faire la différence entre les 2 photos, à trouver les différences. Et on fait ce jeu avec le cortex préfrontal. Eh bien, réfléchir avant d'agir, c'est utiliser la représentation que mon cerveau s'est fait de la situation, le mettre en face de la réalité avant de commencer et de voir s'il y a des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, je vais travailler avec les schémas mentaux qu'il pensait utiliser. Par contre, s'il y a des erreurs, il faut absolument que je les corrige. Parce qu'autrement, je vais être en mode expérience, routine, donc accidentogène. Merci David. Est-ce que je peux répondre à ta question ou pas? Oui, j'ai toujours la même question. Alors, quelles sont les parades ou quelques exemples de parades? Réfléchir avant d'agir va permettre aux gens de faire une photo de la réalité. Les causeries sécurité sur un thème sont très bonnes. Par contre, attention, quid de leur fréquence, quid du sens qu'on donne aux parades et quid de l'animation. Parce que vous savez, il y a certaines boîtes qui mettent « ouais, alors il faut faire des causeries, hein. On ne forme pas les gens aux causeries, ils ne savent pas de quoi ils parlent, etc. » Ça produit l'effet inverse. Juste, je vous raconte un truc. J'ai la chance, pour l'instant, de visiter les 27 sites nucléaires pour savoir si leur culture est ancrée, etc., etc. Il y a une quinzaine d'années, peut-être moins, 10 ans, le nucléaire a inventé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le pré-job briefing. Le pré-job briefing, c'est quoi? Ils ont décidé dans le nucléaire que tous les matins, le chef d'équipe, le responsable, etc., avec son équipe, répond à une série de 4 questions, 4 ou 5, ça dépend des sites. Mais globalement, ensemble, tous les matins, en moins de 3-4 minutes, ils ont un tableau comme ça, et ils disent quel est le travail qu'on doit faire, avec qui on va le faire, avec quel outil et dans quel environnement. Qu'est-ce que j'ai à faire, avec qui, avec quel environnement, etc. À votre avis, c'est quelle partie du cerveau qu'on sollicite tous les matins là? Le cortex préfrontal. C'est-à-dire qu'en fait, avec les gars de l'équipe, on les oblige en quelque sorte à faire une photographie de la réalité. Et la deuxième partie du briefing, du pré-job briefing, c'est de dire, OK, dans ce qu'on a évalué là, à quel risque nous allons être confrontés? Hauteur, chute de plein pied, levage, etc. Et là, écoutez bien, parce que c'est ça qui est fabuleux. En face, chaque risque, qui va dépendre, suivant les jours, on va y associer une mesure de prévention. Et tous les matins, on va répéter le risque et la mesure de prévention. Tous les matins, on va répéter le risque et la mesure de prévention. Et là, on va travailler quel aspect du cerveau? L'automatisme. Parce que l'automatisme ne va s'ancrer que par la répétition et la répétition. Et en fait, nous avons, avec les gens avec qui je travaille, on a instauré ça. Je vous cite un exemple. Dans une boîte, alors attention, c'est extraordinaire parce que du point de vue de neurosciences, c'est le meilleur outil qui existe aujourd'hui. On a mis ça dans une boîte qui avait un TF de 18. Parce que très accidentogène dans l'OBBTP, etc. On a
mis ça en place. Donc, on leur a fait un tableau d'analyse adapté à leurs risques, etc., etc. On a formé les gens, parce que ça, il faut former les gens. Il ne faut pas leur donner un outil en étant... Bon, on a formé les gens 7 mois après, TF 1001. Pourquoi ? Parce que faire une photographie de la réalité évite de tomber dans la routine et dans les pièges du changement. Et petit à petit, à l'insu de leur plein gré, on crée chez eux le schéma mental en répétant. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, posez-vous la question, dans ma boîte ou dans les boîtes que je connais, y a-t-il des mesures, des parades ou des rituels qui correspondent à ces deux critères obligatoires du fonctionnement du cerveau? 1, le cortex. 2, l'automatisme. Ça, c'est hyper important. Alors, je pourrais vous dire plein de choses encore, mais... Oui, on va être obligé de te couper le micro. Un grand merci, David. Juste pour compléter par rapport à ce qui a été dit, parce que tu nous as donné une des parades, le Pre-Job Briefing. Il en existe plein d'autres et que vous connaissez en même temps que vous avez déjà vu. Je prendrai le temps d'arrêt, par exemple. Je pense que vos mères vous ont toujours appris, ou vos pères d'ailleurs, vous ont appris à vous arrêter, à regarder à droite, regarder à gauche avant de traverser. Ça s'appelle un temps d'arrêt, c'est par rapport à un danger, d'activer son cortex, d'avoir tout ce qui est vigilance partagée, de se mettre à deux pour regarder ce que fait l'autre et dire non, attention, tu ne l'as pas fait comme ça, attention, une voiture arrive ou des choses comme ça. Mamie, je ne sais plus comment, qui apparaît. On va avoir la checklist. Dans beaucoup d'endroits, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, on va avoir une checklist pour s'obliger à regarder est-ce que j'ai bien fait ça. Alors, ça peut paraître répétitif, mais c'est pour toujours aller contrecarrer ça. Donc, il y a plein d'exemples comme ça d'outils et de parades qui existent. Ce n'est pas une excuse de dire notre cerveau nous joue des tours, donc ce n'est pas de notre faute. C'est vraiment comment on peut faire en entreprise pour activer les bons réflexes et acquérir les bons réflexes. Un grand merci à toi, David. On pourrait y passer énormément de temps. Je vous invite. J'ai ramené aussi quelques livres en plus. Alors, je n'avais pas pensé à ramener Picsou Magazine. Je vous ai ramené Neurosciences et sécurité et puis des décisions absurdes. Vous avez les livres au fond de la salle. Et puis, pour ceux qui sont à distance, vous pourrez en avoir également une vision sur Internet. C'est super. Ça donne une autre image de la sécurité et une autre manière d'analyser les dangers qu'on a autour de nous. Juste un chiffre également, peut-être. Il y a des chiffres qui sont donnés par rapport à ça. On considère qu'on fait 2 à 5 erreurs par heure. C'est-à-dire que notre cerveau va nous amener à faire des erreurs. Et en moyenne, toutes personnes confondues, que ce soit les hommes, les femmes, que ce soit les inexpérimentés, les plus expérimentés, on va faire 2 à 5 erreurs par heure. Et en général, ceux qui disent qu'ils en font beaucoup moins en font beaucoup plus. Pour ça, je vous laisse, il y a de la littérature dessus. Sarah, si tu veux bien... Alors, je remets le... Alors, vous allez voir passer une image, et bah, tant pis, on n'aura pas la réponse, on demandera à David après. C'est celle-là qui me plaisait bien. Attendez. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est la vigilance partagée. La différence entre conduire avec quelqu'un à côté avec qui on discute et conduire au téléphone, c'est la seule différence, c'est que la personne va elle-même s'arrêter de parler alors que le téléphone, la personne va continuer à vous parler. On est vraiment dans la vigilance partagée. Merci. Voilà.